Salut! Salut, c'est Roro TV! Oui, la chaîne des rôlistes blanchis sous le harnois! Eh oui, mais ça faisait longtemps! Bon, aujourd'hui j'ai reçu un service presse, ça s'appelle, je vais vous présenter, Après l'accident. Bon. Ah bon, bah déjà, oui, j'ai amené mon chroniqueur aussi, bon, ouais. Bon, bah, déjà, ça commence mal, parce que c'est mis un JDR en solo, hein. Ça veut dire qu'il n'y a même pas les règles pour jouer à plusieurs. Ouais, tout à fait, t'as bien entendu. Il n'y a même pas les règles pour faire MJ, il y a juste les règles pour jouer un PJ. Ouais. Eh bah oui, t'es scandalisé, bah oui, t'as bien raison, hein. Bon, ouais, on continue, hein. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, il y a même pas de règles pour créer un personnage. Ouais. Eh ouais, ça t'a réveillé, hein. Ouais, comment ça? Ouais, t'as mal à ta France? Bah, et moi donc, hein. Oh. Ouais, ben, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Il y a même pas de règles pour les dispersions des grenades. Bon, verdict, c'est pas du jeu de rôle, hein. Ça dégage. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Comment on se retrouve aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'un sujet grave. C'est pourquoi les jeux de rôle ne nous disent pas tout. Eh oui, on ne nous dit pas tout. Bon, en préambule, je dois adresser quelques remerciements parce que au départ, ce script, en fait, c'était une discussion sur l'excellent Discord JDR au microscope. Donc, c'est un JDR, un Discord de théorie, et ouais. Et donc, je remercie ces personnes-là pour leurs apports. Il y avait Tatourmi, Ouyup, Uz, Valentin T, Guillaume Rioux et Maxime, voilà, qui ont un petit peu contribué à ma réflexion. En fait, ça part d'une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lire une base de jeu de rôle et de trouver qu'il manquait des infos pourtant essentielles, quoi? Pas de définition du JDR, pas de conseil de maîtrise, pas de conseil de création de scénario, des fois pas de scénario, pas de conseil aux joueurs, voire pas d'explication sur des mécaniques de base, quoi. Euh, je cherche en fait à mettre un terme sur un problème que je ressens souvent. J'appelle ça, c'est l'implicite, quoi. Le fait que des choses ne sont pas dites, ne sont pas expliquées, qui pourtant semblent importantes, voire indispensables pour jouer. Par exemple, récemment, j'ai joué au jeu Légende de la Garde. Alors, Légende de la Garde, ce petit fascicule-là, c'est un propulsé par l'Apocalypse, amateur. Il n'est plus trouvable hein, sur le net, je l'ai pas retrouvé. Voilà, qui propose de jouer dans l'univers de la BD Légende de la Garde. Et en fait, clairement, c'est un jeu que si tu veux y jouer, je vais passer un très mauvais moment, mais clairement, c'est un jeu, si tu veux y jouer, ça postule de façon implicite. D'ailleurs, c'est pas expliqué de quoi tu as besoin, hein, je crois pas. Mais ça postule qu'il faut... Non, ça commence direct... Écoute, ça commence vraiment direct, à moins que j'oublie d'imprimer des choses, mais je pense pas. Ça commence direct par présentation de move, quoi. Hein. Voilà. Donc ça postule qu'il faut savoir jouer à des propulsés par l'Apocalypse, il faut savoir ce que c'est, parce que sinon tu vas juste pas comprendre. Ça postule également... clairement, le jeu fonctionne mieux si t'as déjà lu le jeu officiel Les Légendes de la Garde. Non, c'est pas celui-là. Le jeu officiel Les Légendes de la Garde. C'est ça, là. Oui, c'est une énorme pavasse. Voilà. En fait, clairement, il y a plein de choses qui renvoient à ce jeu-là, en fait. Et donc, si tu n'as pas déjà une petite expérience avec le jeu officiel Légendes de la Garde, tu vas pas forcément bien comprendre comment fonctionne la version PBTA, quoi. Également, ben, ça postule aussi que c'est bien d'avoir lu les BD, les légendes de la Garde, voilà, dont le jeu est tiré, quoi. Parce que sinon, c'est pareil, tu comprends rien au lore et tout, enfin, voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Je préfère le même genre de critique, par exemple, avec certains jeux OSR, où souvent les règles couvrent très peu de situations, mais on t'explique pas vraiment comment gérer en narratif. C'est-à-dire que, typiquement, le fameux truc en OSR, il n'y a pas de compétences. En même temps, c'est pas hyper bien expliqué comment on peut gérer en narratif sans compétences, jouer en narratif pur.
et ben ça se travaille, ça vient pas tout seul en fait, hein. Et il y a très peu de jeux OSR qui expliquent vraiment ça veut dire quoi jouer en narratif, ça veut dire quoi jouer en dehors des mécaniques, quoi. Je propose, bon, et voilà. Je propose en fait le terme d'encapsulation pour désigner le fait qu'une base fait l'ellipse sur des concepts qui sont pourtant indispensables pour jouer, au prétexte en fait que son public a déjà été exposé. C'est-à-dire qu'on estime que une partie du savoir nécessaire pour jouer, il est encapsulé dans votre culture rôliste et donc le jeu n'a pas besoin de le récapituler. J'insiste sur, c'est un postulat. C'est-à-dire que des fois, on peut se planter, quoi. Notre public cible n'a peut-être pas forcément cette encyclopédie qui est nécessaire pour jouer. Autre exemple, il y a le jeu Mothership. Alors, à ce qui paraît, hein, je reporte ce qu'on m'a dit, moi j'ai jamais lu Mothership, mais à ce qui paraît, les mécaniques de combat sont complètement occultées, et c'est un point que The Alexandrian a fait un article de blog dans lequel il explique les problèmes en fait qu'il a rencontré en campagne et le hack en fait qu'il propose pour faire fonctionner le jeu, quoi. Donc je te renverrai à l'article qui s'appelle Mothership Thinking About Combat. Je vais revenir également à un jeu que tout le monde adore, Apocalypse World. Je parle de la première édition. Ma référence est la première édition en français, hein. Euh, En fait, Apocalypse World, première édition, est assez elliptique par moment et visiblement, je suis pas le seul à avoir pas tout compris sans qu'on me fournisse en fait une exégèse du jeu, sans qu'on m'explique c'était quoi vraiment jouer à Apocalypse World. Alors, j'ai deux hypothèses pour expliquer ça, qui s'excluent ou se cumulent, j'ignore quoi. Ma première hypothèse, c'est que les Baker, donc les Vincent et Meg Baker, les auteurs de Apocalypse World s'appuie en fait sur une sous-culture ludique existante. En gros, le jeu post-forgéen, ben voilà quoi, cette espèce de bouillon qu'il y avait autour de la forge dans le début des années 2000. Et j'en veux notamment pour preuve que plusieurs jeux de cette scène sont crédités en fait comme inspiration pour Apocalypse World. On peut alors supposer en fait que les bakers ils s'adressent dans leur rédactionnel à cette niche en priorité quoi, aux personnes qui sont déjà dans ce bain de la forge quoi en gros. Et du coup, ils feraient l'économie d'expliquer certaines choses. Ça revient donc à ce que j'appelle l'encapsulation. Grosso modo, on va pas tout bien vous expliquer parce que bon, le savoir jouer qui est nécessaire, il est déjà dans le maelstrom psychique. Enfin, il est dans ce fameux manuel de jeu invisible, hein. Je vous renvoie évidemment à la capsule sur le manuel de jeu invisible. Autre hypothèse, c'est que les bakers en fait manquent de pédagogie. Voilà, du coup ils expliquent pas tout parce qu'ils ne pensent pas à tout expliquer. Et de surcroît, dans ce livre, il y a des parties pris stylistiques, par exemple la rédaction immersive, c'est-à-dire que grosso modo le jeu te parle comme s'il était une sorte de PNJ roublard et tout. Il s'adresse à toi vraiment de façon immersive quoi. Et ça nuit à la compréhension du jeu et à la compréhension des intentions quoi. C'est-à-dire qu'il y a assez peu, dans Apocalypse World, il y a assez peu de métacommunication, c'est-à-dire la fameuse note d'intention, ou tout ce qui est métacommunication, c'est quand les auteurs du livre t'expliquent où on veut aller en fait avec ces règles, où on veut aller avec cette proposition et tout. Quand t'as que la proposition brute sans savoir où est-ce que c'est censé aller, ben des fois tu peux être un peu perdu quoi. Donc ces ellipses, en fait, ça provoque en fait une forme d'élitisme à mon sens. Ou du moins, c'est une obligation pour les fans initiés de rédiger une exégèse. Éventuellement, il peut y avoir des rééditions, c'est le cas dans Apocalypse World. Je crois qu'il y a même carrément une troisième édition en chantier. En tout cas, il y a au moins deux éditions d'Apocalypse World. Afin que les autres puissent prendre le jeu en main. Dungeon World, un jeu propulsé par Apocalypse, hein, souffre un peu du même syndrome. Il y a eu la publication du guide de Dungeon World, et ce guide de Dungeon World, il était censé être assez nécessaire pour prendre le jeu en main, quoi. Donc, grosso modo, on se rend compte, en fait, après publication du jeu, sans doute après retour des communautés, que, ah ouais, en fait, les gens comprennent pas trop comment on prend des trucs en main, donc du coup, publication d'un guide, qui n'est pas, le guide n'a pas été créé par l'auteur de Dungeon World, hein, c'est une autre personne qui a écrit le guide. Alors, commentaire de Guillaume Rioux, que je remercie à nouveau au passage, et j'ai déjà remercié parce qu'il avait participé
à ce Fred sur le Discord JD en microscope, mais bon, là, après coup, il a refait des commentaires. Pour Guillaume, toute ellipse n'est pas forcément signe d'élitisme. Il y a probablement des strates d'accessibilité en jeu de rôle, de même qu'en littérature jeunesse, il y a bibliothèque rose, bibliothèque verte, et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs explicite, c'est évident dans tout ce qui est kit d'initiation, quoi. Le kit d'initiation euh, va s'adresser à un public différent que le livre final. Et donc pour Guillaume, l'information délivrée doit être adaptée au public. Et ça ne préjuge pas tant d'un élitisme que d'une adéquation aux attentes du lecteur. Alors avant que là, je suis obligé d'aller un petit peu dans le sens de Guillaume, c'est-à-dire que, bah, typiquement, donc moi j'ai beaucoup joué à Légende de la Garde. La grosse pavasse, voilà. Les règles de Légende de la Garde sont d'une lourdeur cataclysmique. Voilà, c'est un très 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 bon jeu, mais voilà, c'est quand même crunchy. C'est quand même crunchy. Et du coup, bah, j'ai voulu me remettre dans l'ambiance de la BD, même dans l'ambiance du jeu. Et j'étais bien content d'avoir un fascicule, voilà, de 10 pages pour me remettre super vite fait. Et moi, ça m'a suffi parce qu'effectivement, j'avais déjà entre guillemets l'encyclopédie, quoi. Donc finalement, j'étais bien content. En fait, euh, tu m'aurais filé un propulsé par Apocalypse qui reprenait tout le lore dans une présentation différente, tout ça, machin, qui reprenait tout depuis le départ, ben, je serais peut-être pas monté dans le bus. Donc là, par contre, oui, c'est effectivement, ça a carrément fait le job d'avoir un tout petit fascicule et que moi, je pouvais faire tourner grâce à mon expérience du jeu précédent, grâce à ma connaissance des BD, et ainsi de suite. Dans le Voilà, je reprends les propos de Guillaume après cette petite parenthèse. Dans un kit d'initiation, bah, Guillaume, il attend qu'une définition du jeu de rôle soit fournie, ainsi que des précisions sur la manière de jouer, le format attendu, des exemples, etc., quoi. Donc on est très didactique, en fait, dans un kit d'initiation, quoi, pour lui. Pour un jeu de rôle plus avancé, Guillaume préfère qu'on parle des spécificités du jeu, y compris en le plaçant par rapport à d'autres jeux existants déjà. Même réflexion bah, pour les conseils de maîtrise, les conseils de jeu. Ils doivent être simples et généraux dans un kit d'initiation, mais ils doivent être plus spécifiques et poussés dans un jeu qui est destiné à des joueurs voilà, plus expérimentés. En résumé, pour Guillaume, un jeu devrait surtout mentionner plus explicitement à qui il s'adresse. Une fois que ce caveat est pris, eh bien voilà, du coup on peut se permettre d'apporter la bonne information pour la bonne personne. Par contre, pour Guillaume, s'il manque des éléments pour comprendre les règles elles-mêmes, ça relève plutôt d'une faute de rédaction et non d'un choix éditorial. Et là, on arrive à un constat amer. Mais oui, tous les jeux de rôle ne sont pas parfaits. Les auteurs peuvent faire des bourdes. Euh, Au moment de l'édition aussi, bon, évidemment, on a toujours à cœur de dire, bah oui, mais faut pas qu'on fasse exploser le signage, qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, tic, tic, tic. Et là, je prends mes ciseaux en mode, oui, je suis tel Saint-Exupéry, la perfection, c'est quand il ne reste plus rien à enlever. Donc, tiens, on commence à enlever, tac, tac. Oh, ce conseil-là, bah, ça dégage. Cette règle-là, oh, allez, ça dégage. Et puis ça aussi, tac, 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 tac. On découpe, on découpe, on découpe. Et puis des fois, ben, on découpe trop. Voilà, et on arrive à des jeux bon, bah, en fait, on les a fait passer de 300 pages à 200 pages. Et on arrive à des jeux qui ont un petit goût de pas fini, en fait. Ça peut arriver, quoi. Et ça part de bonnes intentions, mais bon, voilà. Euh, Alors, je reprends sur mes propos à moi, Thomas. Bah, parfois, voilà, tout simplement, une base de jeu de rôle va poser des prérequis. Des prérequis que tu dois posséder pour pouvoir jouer le jeu. Alors, il peut y avoir une mention explicite qu'on s'adresse à un public initié et qu'on va donc pas répéter des évidences. Voilà, on va pas donner de définition du jeu de rôle. Enfin, si je fais un jeu OSR par exemple,
qui s'adresse à un public initié. Oui, bah je vais peut-être pas réexpliquer c'est quoi le player skill, c'est quoi jouer en narratif là où il n'y a pas de règles. Non, je vais pas réexpliquer parce que les gens savent. Et donc, il n'y a pas besoin de réexpliquer 15 fois que oui, c'est quand même bien d'avoir une perche de 3 mètres pour tester les dalles et tout. Si j'ai pas un conseil, en fait, de jouer en narratif qui soit vraiment disruptif, tu vois, par rapport à ce qui est déjà conseillé par la communauté OSR, si j'ai pas une façon de jouer en narratif qui soit un petit peu spéciale, ben non, ça sert à rien de répéter, quoi. Mais ça peut arriver, hein. Par exemple, dans Umwald, eh bien, il y a un conseil de jouer en narratif que j'ai vu nulle part, qui est les 4 niveaux de description. Et donc, du coup, dans Umwald, bah, j'explique les 4 niveaux de description. Il y a plein d'aspects de jouer en narratif que je réexplique pas, parce que Umwald, voilà, s'adresse effectivement à des gens qui sont déjà bien impliqués dans l'OSR, quoi. Quand on parle de prérequis, ça peut être des renvois à des textes tiers, quoi. Par exemple, le fameux Original Dungeons and Dragons. En fait, c'est de préciser qu'il fallait se référer à Chainmail, qui était un jeu de bataille. Euh, pour tout ce qui était aspect combat, c'était bien de se référer à Chainmail. Et pour ce qui était exploration de territoire, il fallait se référer à un autre jeu qui s'appelait Outdoor Survival. Alors, on rejoint aussi le concept des jeux cumulables, hein, c'est-à-dire, euh, bah, tu vois, dès le début, les jeux de rôle sont particuliers, dans le sens où tu peux clipser plusieurs jeux de rôle ensemble, voire même tu peux clipser des jeux de rôle avec des jeux de plateau, voire avec des jeux vidéo, et ça fonctionne. Il y a une sorte d'intercompatibilité des jeux entre eux. Euh, Tout simplement parce t'as un peu, c'est la fiction qui fait liant entre tout ça, tout simplement. Euh, des fois, il n'y a pas de recouvrement, tu vois. C'est-à-dire que les jeux, en fait, chaque jeu va traiter une part de fiction différente. Donc, Chainmail va traiter le combat, Outdoor Survival va traiter l'exploration de territoire, et le livre Original Dungeon Dragon traite d'autres aspects, notamment euh, le bestiaire, et puis la présentation, la progression des personnages, quoi. Voilà, donc le concept de jeu cumulable est intéressant à réexploiter, et il explique aussi pourquoi les jeux ne nous disent pas tout, puisque des fois il suffit de me dire oui, bah en fait, si tu as besoin de cette strat en plus, tu vas acheter ce jeu-là, tu vas éclipser avec, et puis ça va bien marcher. Mais des fois aussi, on a une absence totale d'explication de pourquoi on ellipse. Donc voilà, c'était vraiment typiquement ça. Voilà, dans le PDF, il n'y a vraiment rien qui t'explique que ce serait bien d'avoir lu les BD. Enfin, ça dit même pas qu'il existe une BD, hein. Ou qu'il existait un jeu précédent. Ça dit pas de t'y référer. Pourtant, c'est indispensable. C'est juste que c'est un jeu amateur, donc il se permet des économies que je pense, si c'était un jeu professionnel, il aurait pris plus de précautions. Petit commentaire de Guillaume Rioux. En fait, ce renvoi à des textes tiers, ça n'entraîne pas nécessairement de l'encapsulation. Tout dépend beaucoup de leur accessibilité. Si on renvoie à une encyclopédie en ligne gratuite, ça peut constituer un complément d'inspiration qui ne pourrait pas être porté dans le livre pour des raisons de place ou de droit. Alors je récapitule en fait ce que dit Guillaume, c'est que je sais pas, bon, je fais un jeu de rôle SCP par exemple, et je dis bon bah je vais vous donner des règles pour mécaniser un peu vos anomalies SCP, mais je vais pas lister tous les SCP parce que je veux que le jeu il reste fin, quoi. Et en fait, pour avoir une liste des anomalies, bah, vous allez sur le wiki SCP qui est accessible en ligne gratuitement. Et donc c'est vrai que ça reste ce qu'on appelle un prérequis, mais il n'y a pas ce côté coup d'entrée, enfin, il y a pas ce côté coup d'entrée, c'est-à-dire que tu peux très bien ne jamais avoir consulté l'encyclopédie au préalable. Si tu as besoin de la consulter, est tout de suite accessible en ligne, c'est gratuit, tout ça. Et donc, c'est pas comme si, je suis désolé, il y a un passage de chat, c'est pas comme si on te demandait d'avoir préalablement acheté et lu certains livres, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est moins, il y a moins ce côté encapsulation, quoi. Euh,
Alors, un autre terme... Je suis désolé, j'ai reçu plein de messages, je sens que ça va... On va entendre des... Tu vas entendre des vuh, je pense, à mon avis. Euh, Alors, le terme tacite. Ça, c'est un terme intéressant que on va réexpliquer là. En fait, ça renvoie à une notion que j'ai découverte tout récemment, c'est de connaissance tacite. Alors, je crois que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc là, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Bon, grosso modo, les connaissances tacites, c'est toutes les compétences que tu apprends ou qu'on attend que tu apprennes sans que personne ne te les enseigne. Ça va d'apprendre à parler, jusqu'à savoir comment doivent être rangés les articles dans l'entrepôt où tu travailles. Voilà, sans que personne ne prenne jamais la peine de vraiment t'expliquer en détail. C'est à la fois le fruit d'économies vertueuses, c'est-à-dire que, en fait, l'environnement t'enseigne par lui-même, donc en fait, l'enseignement oral, il est juste pas nécessaire, quoi. Et ça va, enfin voilà, tu vas dans l'entrepôt, bah tu vois bien comment c'est rangé et tout. Mais aussi, il y a des économies vicieuses. C'est-à-dire que arriver dans une boîte ou une association où tu vas où personne ne te forme, ça craint en réalité, quoi. Donc, les connaissances tacites, enfin, des fois, c'est un peu nul que ce soit tacite, hein, on est bien d'accord, c'est pas toujours une bonne chose. Dans le registre des connaissances tacites, en jeu de rôle, bah, on a quoi? On a roleplayé un personnage. Voilà, en général, personne t'apprend comment faire. Tu vas le développer, ou pas, bah, par mimétisme, un peu en copiant les autres, quoi. En t'inspirant aussi éventuellement du théâtre, du jeu vidéo, et aussi en laissant évidemment l'environnement ludique agir sur toi. C'est-à-dire que finalement, la première façon dont tu vas apprendre à roleplayer, c'est juste, bah, t'es dans une réalité virtuelle, qui a la partie de jeu de rôle, il se passe des choses, toi tu réagis, quoi. Voilà. Bon, bah, tu dois parler à enfin, il y a un PNJ, c'est nécessaire d'avoir une interaction sociale avec lui pour avancer, bah, tu vas parler au PNJ, et puis c'est comme ça que va commencer le roleplay. Après, tu vas avoir des modificateurs de caractère, et donc du coup, bah voilà, ton personnage, des fois, il pique des colères parce que t'as raté ton jet de contrôle de soi et tout. Et bon, bah au début, ou non, tu vas comprendre que du coup, ça, il faut que tu modifies ta façon, que tu fasses du RP théâtral autour de la colère, et ainsi de suite. Tac. Bon, également sur cette transmission par le langage, en fait, il semble qu'il y ait une illusion linguistique, ça c'est un propos de Valentin T, qui traîne un peu dans la culture et qui semble faire croire que tout pourrait se dire, quoi. Et donc évidemment, si tu penses que tout peut se dire, et que tu vois une base de jeu de rôle, tu as l'impression qu'il manque des choses, que tout n'est pas dit, tu te dis qu'il y a un problème. Mais en fait, ça peut être une erreur de croire que tout peut se dire. Même si en principe on peut imaginer tout transmettre avec du langage, c'est pas forcément la meilleure manière de faire dans beaucoup de situations, quoi. Et donc ça veut dire que la transmission de certaines connaissances, elle va plutôt passer par les illustrations, elle va passer par en fait par les mécaniques, par les maths, c'est-à-dire que voilà, tu appliques le système et tu comprends du coup que cet univers il fonctionne de cette façon comme ça, quoi. Et si on avait dû te l'expliquer, ça aurait peut-être été fastidieux, ainsi de suite, quoi. On peut avoir, je sais pas, de la vidéo, enfin voilà, il y a plein de peut-être des dés symboliques. Enfin là, il y a peut-être plein de façons, effectivement, de transmettre qui passeraient pas par le langage, quoi. Alors, par exemple, je me demande est-ce que c'est seulement possible de transmettre efficacement, par exemple, la manière de jouer au propulsé par Apocalypse, ou à l'OSR, ou à d'autres scènes, pour des gens qui n'auraient qu'un texte court à la disposition. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vraiment un jeu de 20 pages, je peux t'expliquer c'est quoi le propulsé par l'Apocalypse, ou l'OSR? Et voilà, là, je sais pas. Peut-être qu'en fait, le corpus d'exégèse, que ce soit la blogosphère, Reddit, les vidéos, les podcasts, etc., est finalement nécessaire à qui voudrait être certain ou certaine de jouer d'une manière appropriée, si on voulait passer par le langage, quoi. Et donc, oui, bah, jouer au SR, en vrai, par exemple, même si beaucoup vont te dire «Oh oui, c'est une façon de faire super simple, intuitive». Non, c'est pas vrai. Jouer au SR,
Par exemple, c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, on a des tonnes de discussions sur c'est quoi la bonne façon de jouer OSR, c'est quoi la vibe OSR et tout, c'est quoi les vœux de chasteté de l'OSR, et ainsi de suite. Et donc, je sais pas si ça existe, mais on pourrait imaginer des bouquins de conseils de 500, de 1000 pages sur l'OSR. Enfin, moi, alors, je sais pas si ces bouquins existent, c'est plutôt réparti, éclaté dans la blogosphère. Je pense que pas mal de jeux OSR font aussi une partie de cet exégèse avec leur propre angle, bien sûr. Euh, mais voilà quoi, voilà, typiquement l'OSR, c'est vraiment une scène qui est faussement simple et qui se transmet pas si aisément. Alors évidemment, si j'ai jamais fait de jeu de rôle et que je commence à jouer mon premier jeu OSR, je vais prendre le Black Hack. Alors moi je fais référence au truc qui tenait sur une page web qui faisait 5 pages, hein. Ça se trouve depuis, il y a une version du Black Hack kickstarté de 300 pages hyper expliquée. Mais au départ, le Black Hack, voilà, ça fait 5 pages. Je dis pas que si ton premier jeu OSR c'est le Black Hack, tu vas faire une mauvaise partie, ça se trouve tu vas t'amuser et tout. Mais est-ce que tu auras vraiment accédé à tout ce que l'OSR a à offrir? Est-ce que tu auras vraiment compris c'est quoi la vibe? Est-ce que vraiment tu arriveras à t'en sortir sur tous les aspects où tu dois jouer en narratif? Mais ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Bon, et après, du coup, on peut retourner le questionnement, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi questionner les pratiques d'écriture qui prétendent qu'il serait possible de tout expliciter? En fait, c'est un peu louche, c'est même probablement impossible. Et là, Guillaume Rioux intervient. Et il me dit, tu poses la question de l'accessibilité de manière générale, qui est assez large. Donc pour Guillaume, on pourrait en faire un sujet à part, l'accessibilité. Mais déjà, il y a quelques pistes pour faciliter la réception d'un jeu. La redondance d'une même information. Un chapitre, en fait, pourrait commencer par quelques mots-clés qui annoncent son contenu. Une information importante devrait être résumée de deux manières différentes, comme une règle formelle et un exemple. Un résumé de chapitre pourrait le clore ou être accessible en fin d'ouvrage. La mise en page, le cadre, le gras, les arbres, etc. Ça doit aider à canaliser l'attention du lecteur. L'illustration, bien sûr, qui doit compléter ce que ne peut dire le texte, ou ce qu'il dirait trop laborieusement. Typiquement, une description de créature. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de bestiaires où les créatures sont même plus décrites. Tac, illustration et hop, quoi. Pensez à la lecture avant la partie, mais aussi pendant la partie. Donc, faut que le livre utilise des signets, avec des tranches du livre colorées par chapitre, un index, des fiches pratiques, des tableaux en fin de livre, etc., etc., quoi. Et également des supports annexes, peut y avoir des QR codes vers des vidéos d'actuel play, quoi. Donc voilà, petit point sur l'accessibilité. Je reviens à ma partie de Thomas, là. En fait, rendre tout explicite dans une base de jeu de rôle, c'est un défi d'autant plus ardu que un jeu de rôle, en fait, c'est un jeu incomplet. Donc, on reprend notre petit Olivier Caïra, c'est-à-dire qu'il est en fait, par définition, en quelque part, dans un jeu de rôle, il est impossible de couvrir toutes les situations par des règles, puisque, en fait, on simule un monde imaginaire qui est un peu infini à la fois dans comment, dans ses frontières, dans la zone qu'on couvre, et aussi infini dans les possibilités, quoi. Et donc, comme les possibilités sont infinies, et on peut pas avoir des règles infinies, et donc on peut pas tout simuler par des règles. Cependant, en fait, on peut viser, voilà. Donc, tu peux pas créer un jeu de rôle complet. Après, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si tu peux, ça s'appelle un dungeon crawler. Je vais pas aller plus loin sur les dungeon crawlers aujourd'hui. Par contre, tu peux viser à obtenir un jeu programmatique. Un jeu programmatique, en fait, c'est un jeu de rôle où on sait toujours quand utiliser les règles et quand il nous appartient de juste narrer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schéma décisionnel qui est assez clair. On sait que, ah, là, maintenant, on doit utiliser cette règle, on l'applique. Un peu plus tard, ou dans ce type de situation, on sait que là,
ça se gère en narratif pur, voilà. On sait que là, il faut une règle, et ainsi de suite, quoi. Et on sait comment ça s'enchaîne, comment on va de l'un à l'autre, quoi, en gros. Euh, le jeu problématique, programmatique, c'est d'ailleurs le cas du système zéro qui était proposé par Jérôme Larrey. Donc par le système zéro, Jérôme Larrey il proposait une sorte de plus petit dénominateur commun extrême du jeu de rôle du traditionnel ou pas, hein, parce que ça inclut aussi les jeux sans MJ, son système zéro, et ça peut être vu comme un jeu programmatique. Alors, je vais essayer de te relire vite fait ce qui est présenté dans le système zéro. D'abord, il y a la mise en place. Quelqu'un il décide de l'univers de référence, des personnages, des citations initiales. Donc, tu vois, en fait, il y a un aspect règle problématique. On sait que voilà, quelqu'un doit décider du setting, en gros. Et bien sûr, il y a un aspect narratif pur, c'est-à-dire que ça n'en dit pas plus sur comment on décide du setting et tout, ou qui doit être cette personne. Donc, en fait, il y a des indéterminations, mais on sait ce qui est déterminé et ce qui n'est pas déterminé. Ensuite, tout ce qui n'est pas précisé se passe soit comme dans le monde de référence ou dans le monde réel, si aucun univers de référence n'a pas été précisé, ou que ce dernier n'est pas assez précis, soit sera découvert en cours de jeu en fonction des besoins. Donc voilà, ça c'est l'aspect simulation, quoi, comment on simule, voilà, c'est précisé. Les coups possibles. Si un joueur veut faire quelque chose à son personnage, il le dit à la personne dépositaire de l'autorité à ce moment-là, généralement MJ, mais ça peut être autrement. Et si le joueur décide de lui-même de la valider, et donc voilà, et donc la personne dépositaire de l'autorité décide de la validité, du succès et des conséquences de cette décision. Donc voilà, tu as la règle qui précise voilà comment on partage l'autorité en gros, hein. Si le meneur veut que quelque chose qui n'est pas une conséquence des décisions des joueurs se produise, cela se produit. Donc on voit l'asymétrie de fonctionnement entre joueur et meneur est expliquée, quoi. Mais après, ça implique que normalement les choses sont gérées en narratif pur, mais on sait au moins qui a le droit de dire quoi sur quoi et qui valide quelle proposition. Fin de session, fin de partie, donc le endgame. La session se termine quand les joueurs se mettent d'accord pour qu'elle s'arrête ou ne sont plus d'accord pour qu'elle continue. Et on finit avec condition de victoire. Le personnage est en état d'être joué lors d'une éventuelle prochaine session. Donc, du coup, ça implique qu'on a gagné. Tout autre objectif fictionnel ou interne au jeu de façon large, spécifié plutôt dans la partie. Voilà, rapporte une condition de victoire. Et voilà, ça fonctionne, c'est programmatique. On sait en fait quels aspects du traitement du jeu sont régulés. Après, il y a énormément d'espaces flous, quoi, d'espaces qui sont gérés en narratif, mais on sait ce qui est déterminé, on sait ce qui est indéterminé. Il est cependant nécessaire de remarquer la coprésence, y compris dans cette proposition là, de système zéro que Jérôme Larrey nous fait. Il y a la coprésence en fait de règles opposables. Les règles opposables, c'est des règles dont l'interprétation est sans équivoque. Et de règles, bon, après, c'est un peu nul ce que je dis parce qu'il n'y a pas vraiment de règles opposables trop dans ce système zéro. C'est quand même beaucoup de la règle interprétable. Les règles interprétables, c'est des règles dont la signification est soumise à interprétation, à débat ou nécessite d'analyser la fiction. Les règles interprétables sont évidemment un obstacle à la création d'un jeu problématique, programmatique. C'est-à-dire que, bon, je me contredis un peu, parce que là, je t'ai dit que le système zéro, c'était programmatique, et en même temps, je suis obligé de constater que c'est quand même plutôt que des règles interprétables. Euh, mais il y a quand même, du coup, bon, il faut quand même que je trouve des règles opposables dans le système zéro pour que ça tienne la route, mon, mon point. En fait, il y a
Bon, l'idée, c'est que bon, il y a une espèce de rotation interprétable opposable qui est pas simple. Hein, j'ai vraiment pris un exemple hyper casse-gueule, mais grosso modo, il y a on va mettre en place des règles opposables au bout d'un moment. C'est-à-dire que quelqu'un décide de l'univers de référence, des personnages de la citation initiale. Bon bah voilà, une fois que c'est décidé, ça devient des règles opposables. On a un univers de référence, et ça, c'est précisé. Tout ce qui est pas précisé se passe soit comme dans le monde dans le monde réel. Bon bah voilà, du coup, on a ce truc, ah, c'est pas dit, donc ça se passe comme au monde réel. Mais bon, là, du coup, on repasse à de l'interprétation, parce que ça veut dire quoi? Ça se passe comme au monde réel. On sait que le Munder, il a un peu le dernier mot sur c'est quoi la physique du monde réel. Ça a été précisé plus tard. Mais bon, dans la pratique, on sait aussi qu'on va s'engueuler là-dessus. Hein, Enfin, moi, le nombre de fois, en tant que meneur, je me suis fait reprendre par ma table parce que ce que je disais n'était pas réaliste. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, enfin, entre guillemets, là, c'est une sorte de contrat social, dire, oh non, mais les joueurs experts, fermez vos mouilles. Ok, dans la pratique, on sait que les joueurs experts ne ferment jamais leurs mouilles. Ça n'existe pas, quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai peut-être du mal à te présenter. Voilà, c'est pas l'exemple de jeu programmatique parfait. Est-ce que le jeu programmatique parfait existe? Je ne sais pas. Euh, bon, je pense que je devrais revenir plus tard sur cette notion de jeu programmatique. Là, je me sens pas chaud de t'en interpréter un exemple. Je pense que si j'arrive avec vraiment quelque chose de programmatique, vraiment très clair, j'y j'y reviendrai. Après, je vais quand même se citer en exemple un petit jeu que je viens de sortir s'appelle La Maison Hantée, qui est une tentative de jeu programmatique. C'est un jeu où il y a plein de flou, mais quand même, bah, grosso modo, tout repose sur un partage d'autorité asymétrique entre joueurs. Et du coup, on sait bien qui a quelle responsabilité sur quoi, et on comprend que le jeu, il se base sur les interactions entre ces partages d'autorité, quoi. C'est relativement programmatique. Donc je te mettrai là. J'espère que dans le futur, je trouverai un meilleur exemple, un truc un peu plus solide de jeu programmatique. Là, c'est un peu une notion encore un peu fraîche dans ma tête, donc ça nécessite que je travaille dessus, sur voilà, c'est quoi le jeu programmatique, cette espèce d'alternative. Ce n'est pas un jeu complet, euh, c'est un jeu qui est incomplet, mais où on sait toujours à quel moment, quand il y a une règle. Après, bon, peut-être que je vais revenir là-dessus, dire oui, mais en fait, du coup, tous les jeux de rôle sont programmatiques, même les jeux la plupart des jeux, il y a des trous dans les règles, mais au moins on sait quand il y en a. Ça se trouve, cette notion, elle est pourrie, il faut vraiment que j'y réfléchisse encore. On va essayer de bosser ça ensemble dans les semaines qui viennent. Alors ensuite, la rédaction elliptique, c'est parfois un parti pris en fait des bases de jeux de rôle pour différentes raisons. Voilà, pourquoi les jeux de rôle ne nous disent pas tout. Il peut y avoir la volonté de brider l'autonomie des joueurs. C'est-à-dire, on n'explique pas comment faire un scénario pour vendre des scénarios. Bah oui, je suis désolé, enfin, business is business. Petit commentaire de Guillaume Rio. Sans forcément imputer une volonté vicieuse aux maisons d'édition, ça peut tout simplement venir que beaucoup savent écrire des scénarios, mais sans avoir de méthode spécifique, ou du moins sans savoir la transmettre. Alors ça, c'est fort possible, effectivement, que les auteurs savent écrire des scénarios, mais ils ne seraient pas capables de t'expliquer comment s'y prendre, et donc du coup, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chapitre comment créer un scénario. Aussi, des fois, on a ce truc... je vais prendre l'appel de Cthulhu, c'est un exemple un petit peu intéressant. Dans l'appel de Cthulhu, il y a quand même une explication minimale, non pas comment créer un scénario, oui, comment créer un scénario, comment maîtriser, mais c'est un peu comment créer un scénario, qui est, alors moi ma référence c'est l'édition 5.5, ça s'est peut-être étoffé depuis, dans l'édition 5.5, il y a une espèce de petit chapitre, conseil de maîtrise, et qui parle, il y a ce concept de la pelure d'oignon, c'est-à-dire que grosso modo, un scénario de l'appel de Cthulhu, ça doit être une enquête, et vraiment avec un mystère en oignon.
on a la première couche, le mystère, on va dire, c'est le mystère qui affleure le plus. Et en fait, quand on commence à essayer de résoudre ce mystère, on va tomber sur un deuxième mystère, donc c'est la couche intermédiaire de l'oignon, un troisième mystère, un quatrième mystère. Généralement, le quatrième mystère, bah, c'est tout simplement que il y a l'influence d'une entité importante du mythe de Cthulhu, quoi. Grosso modo, c'est voilà, à in fine, on arrive sur ça, quoi. C'est au cœur de l'oignon, quoi. Donc c'est une méthode. Il est un petit peu rudimentaire, un peu simple, mais il y a quand même une méthode qui est donnée. Ça nécessite de bosser. Après, tu vois, par exemple, sur comment écrire un scénario. J'ai resté sur le PDT parce que c'est vraiment intéressant. Euh, Bah, en fait, certes, la méthode d'écriture de scénario dans Cthulhu, elle est assez peu étoffée. On peut quasiment dire qu'il y en a pas. Mais du coup, tu vas apprendre à créer des scénarios. Moi, j'ai appris à créer des scénarios de l'appel du Cthulhu simplement en lisant des scénarios de l'appel du Cthulhu. Tu en lis plusieurs et tu commences à comprendre un peu c'est quoi la structure ou les structures. Parce que c'est vrai que dans l'appel du Cthulhu, j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit peu une politique de l'auteur. C'est-à-dire que donc l'appel de Cthulhu, bah voilà, s'il y a beaucoup d'auteurs différents pour les scénarios. Souvent dans un recueil de scénarios de Cthulhu, chaque scénario a été écrit par un auteur différent. Je parle des one shots. Et on sent en fait qu'on laisse chaque auteur exprimer sa propre plume, se réapproprier que c'est quoi un scénario de l'appel de Cthulhu, donc faire des propositions audacieuses. Et certes, il y a un peu comment dire, des choses qui reviennent, genre il y a des coupures de journaux à relire, enfin il y a les tropes du jeu d'enquête, des maisons à explorer, tu vois, avec des plans, ainsi de suite. On sent qu'il y a des points communs, mais on voit aussi quand même qu'à chaque fois, les auteurs prennent leur liberté. Et donc, il y a ce concept de non-unicité du scénario. En fait, chaque scénario de l'appel de Cthulhu est un peu différent. Et du coup, ça peut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas de méthode qui est écrite. Bon, après, je suis pas non plus... Enfin, je pense aussi que Chaosium, ils veulent vendre leur scénario, donc ils n'ont pas non plus intérêt à trop expliquer comment en faire par soi-même. Alors, pourquoi aussi un jeu ne te dit pas tout? Ça peut être par des volontés de concision, de haut potentiel ludique. C'est une idée de, on va faire confiance à notre public, parce que notre public, il a déjà un manuel de jeu invisible, puis qu'il a déjà une certaine importance, ou même si c'est des débutants, en fait, on pense qu'ils vont réussir à faire certaines choses sans qu'on leur explique, donc on prend pas la peine de leur expliquer. Comme ça, on peut aller directement, finalement, sur des choses un peu plus avancées. Des fois, c'est ne pas dire le moins pour dire le plus, quoi. Enfin, omettre le moins pour pouvoir dire le plus. Il peut y avoir une volonté de laisser une marge d'interprétation, d'appropriation. Donc je te renvoie à mon article qui s'appelle L'ambigu où j'explique ça. C'est voilà, c'est dire non seulement on fait confiance à notre public, mais même on valorise leur liberté, leur marge de manœuvre, justement en laissant des trous d'interprétation, quoi. Pour Guillaume Rioux, ça pose la fameuse question du vide fertile. Ne pas régler un point précis comme une thématique que l'on veut voir émerger dans le jeu. On va régler des mécaniques autour pour amener vers elle, quoi. Et donc cette idée que, par exemple, un jeu comme Dogs in Vineyard se passe en partie de notes d'intention parce que l'intention du jeu elle va émerger en manipulant les mécaniques et tout, et tu vas découvrir ça comme ça, et c'est plus intéressant sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect surprise, notamment, quoi. Et l'aspect que du coup, Dogs in Vineyard, il n'y a pas un sorte de pacte ludique qui est fait avec les joueurs en disant vous devez vous comporter de telle façon. Non, c'est pas comme ça. C'est on vous donne des mécaniques et vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu obligé de vous comporter de telle façon. En tout cas, parce qu'on vous met dans une légale liberté assez précise qui fait que ça va vous cadrer, mais sans qu'on vous mette en posture d'auteur en vous disant dans une note d'intention nous, on veut que vous jouiez. En fait, le jeu ne dit pas. Nous, on veut que vous jouiez des cow-boys, des cow-boys inquisiteurs qui sont tiraillés par des dilemmes moraux. C'est pas ça. On t'explique une situation, des mécaniques, tout ça, et tu vas te rendre compte que oui, on joue des cow-boys inquisiteurs tiraillés par des dilemmes moraux, quoi.
Il peut y avoir une volonté aussi de laisser découvrir le lore par le jeu plus que par l'explication. Alors, je vais t'envoyer un article qui s'appelle L'univers implicite de ODD. En fait, c'est une analyse du jeu Outdoor Survival, le fameux jeu de plateau qui est utilisé dans ODD pour explorer l'univers, quoi. Et en fait, Outdoor Survival tient un lieu d'univers à ODD. Et c'est jamais expliqué, et ça c'est l'univers, mais en fait, tu te rends compte que tu navigues entre des hexagones, tu as de probabilité de faire telle rencontre, et ça dessine un peu en sous-main une espèce de fonctionnement non de l'univers. On comprend que ça c'est une zone plus sauvage, plus hostile, que là c'est plutôt une ville, et ainsi de suite, que là on doit être dans tel milieu. Alors, est-ce que c'est une masterclass de la part des auteurs de Donjons et Dragons d'avoir utilisé Dark Survival en disant oui, les gens vont découvrir l'univers par le jeu, tu vois, en fait, de simples mécaniques font découvrir un univers, tu vois. Est-ce qu'ils avaient d'être ça dès le départ? Ou est-ce que c'est un peu plutôt un résultat de la flemme, tu vois? Les deux sont possibles. Enfin, on peut pas exclure quand même un certain niveau d'amateurisme de la part de Original Dungeons and Dragons, quoi. À la base, c'est encore très très amateur. Et quand ils oublient de dire des choses, c'est pas forcément parce que c'est pas forcément un smart move en mode ah ah oui, mais en fait les gens vont découvrir par la mécanique. C'est juste ils ont eu la flemme d'expliquer telle chose. Là, il y avait même ce concept aussi, même des fois tout simplement cette idée qu'au départ, on ne voulait pas qu'il y ait un univers, quoi. Ah, ok, on veut pas qu'on ait un univers, voilà, il y a des contradictions. On veut pas qu'on ait un univers, mais bon, ça peut être bien utilisé à Dark Survival si vous voulez explorer une map. Donc bon, finalement, il y en a quand même un. Donc il y a eu aussi des contradictions, quoi. Et je vais laisser le mot de la fin à Guillaume Rioux. Pour Guillaume, l'ellipse, ça concerne aussi, bien sûr, les jeux à secret. Par exemple, Guillaume pense à Zombiology, pour lequel donc l'auteur Damien Coltis a souhaité que MJ, comme joueuse, découvre les secrets au fur et à mesure, sans tout révéler dès le premier ouvrage. D'où, bien sûr, du coup, ce qui est assez fréquent dans les jeux à secret, une politique de gamme où, bah voilà, on ne te dit pas tout de suite, tu sauras tout à la fin, mais au fur et à mesure, quoi. Bien, eh bien voilà, amis, amis, messieurs, mesdames, personnes non binaires, amis complotistes, j'espère que cette vidéo vous a appris des vérités qui dérangent. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur la série sur les mécaniques. Je ne sais plus de quoi on va parler, mais ça va être un banger. Allez, ciao!